L'Iran n'est pas l'Ukraine, et 2026 n'est pas 2022. C'est la conviction de Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. 2022, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, mais je pense que tous les investisseurs qui nous regardent s'en souviennent, annus horribilis, année atroce, puisque à la fois actions et obligations avaient beaucoup baissé. Oui, tout à fait. Et proportionnellement, peut-être les obligations encore plus, parce qu'on s'attend à ce qu'elles compensent en général les marchés boursiers dans le rouge. Pourquoi ? Parce que cette année-là, les banques centrales avaient violemment remonté leur taux d'intérêt, on s'en souvient, après avoir été en retard sur le retour de l'inflation. Pour vous, c'est votre conviction et vous allez la défendre, ça n'arrivera pas cette année. Les banquiers centraux ne vont pas se faire avoir une deuxième fois. En fait, cette idée-là m'est venue quand j'ai écouté Joachim Nagel, car j'écoute Joachim Nagel, c'est le président de la Bundesbank. Banque centrale allemande. Chacun a ses perversions. Et donc, je l'ai écouté juste le lendemain de l'intervention de Christine Lagarde à la tête de la BCE, cette réunion qui ne s'est absolument rien passé, et il disait nous avons l'expérience de 2022 et nous n'allons pas laisser faire ce que nous avons laissé faire en 2022. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour en me disant mais en fait, on n'est pas du tout dans la même situation, donc il ne faudrait surtout pas que les banques centrales reprennent tout ce qu'elles n'ont pas fait en 2021 et qu'elles ont fait peut-être trop en 2022 en disant là, cette fois, c'est bon, on est super préparé, on va y arriver. C'est pourtant ce que dit encore ce matin Christine Lagarde. Voilà, et ça, c'est quand même ma grande crainte. La crainte, c'est que les banques centrales soient hyper préparées à la crise d'avant. En fait. La main trop lourde. En fait, qu'elles n'anticipent pas assez le fait que nous avons des différences qui sont totalement fondamentale par rapport à la situation de 2022. Alors pourquoi est-ce que 26 est différent de 22 ? Il y a quand même un pétrole qui explose. Alors, c'est vrai que c'est la comparaison effectivement valable, bien évidemment. Mais la situation dans laquelle ce choc arrive, parce que c'est un choc, n'est pas du tout la même. Choc pétrolier, a dit le ministre de l'économie. Exactement. Le premier élément, c'est que déjà le niveau des taux, le niveau de soutien monétaire n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que quand on voit les taux à 10 ans au 1er février 2022, donc juste avant la guerre en Ukraine, on est à 0,6%. Ouais. Les taux 10 ans français, on est à 0,6%. Là, aujourd'hui, on est à 3,5%. Et on a démarré on était à 3,2%. On était autour de 3,2%. Donc, en fait, le niveau de soutien monétaire, le niveau d'accommodation n'a absolument pas du tout le même. Beaucoup plus défavorable en 26 par rapport à 22. Exactement. On arrive également dans une situation... On a 3% d'écart d'ailleurs, pardon. On a 3% d'écart, mais absolument. Et partout, en fait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et alors ça change quoi ? Ça change déjà que, en fait, vous n'avez pas à rattraper une situation où vous aviez des taux qui sortaient juste de la période de taux négatifs. Donc vous avez déjà un taux qui est... totalement acceptable par rapport à la situation économique, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a des taux normaux. Les taux à moins de 1%, effectivement, dans début 2022, n'étaient pas normaux. Exactement. Deuxième élément, on a un soutien public, un soutien budgétaire qui n'a absolument rien à voir. Souvenez-vous, alors c'est vrai qu'on a du mal à se projeter à vue de France. Et on a un peu de mal à regarder dans le rétroviseur, mais en 2022, on sortait tout juste de la période Covid, tout juste de ce soutien budgétaire extraordinaire. Je rappelle qu'en 2021, encore, le déficit public aux États-Unis était supérieur à 8%. Et donc on a toujours il est à 7 aujourd'hui. Hein. Oui, mais en fait, l'impulsion budgétaire, ce qui est important dans la trajectoire économique, ce qui est important dans le niveau de stimulation, c'est votre différence. C'est-à-dire c'est votre niveau d'impulsion par rapport au passé. Que vous ayez 5, 6, 7, 8, 9% de déficit, ce qui est important, c'est d'où vous venez en fait. Parce que la croissance, c'est ça. C'est comment est-ce que vous impulsez quelque chose. Là, on était dans des niveaux d'impulsion qui étaient des niveaux très importants. Là, on est plutôt dans des niveaux de restriction par rapport à d'où on vient. Alors, on est quand même évidemment dans des déficits publics très importants. C'est un autre sujet. Mais on est quand même avec des niveaux d'impulsion qui sont très importants. Troisième élément... Donc l'économie mondiale n'est pas en phase d'accélération comme elle l'était en 22. Elle n'est pas en phase d'accélération et vous n'avez pas dans les poches des ménages et des entreprises cette réserve de consommation très importante qui fait que vous pouviez craindre un mécanisme d'enchaînement inflationniste. Ça, je rappelle, l'inflation, c'est un mécanisme, ce n'est pas des prix qui montent, ce n'est pas un choc de prix, c'est un choc auto-entretenu de prix. Et donc il faut à un moment donné que vous ayez cet effet qui n'est pas un effet en fait, d'ascenseur, mais un effet d'escalator, qui n'arrête jamais en fait, de monter. Et ça n'existe que lorsque vous avez des capacités
de consommation qui font que dans le cadre d'un marché de l'emploi qui serait un marché de l'emploi tendu, bah, vous consommez, vous faites monter les prix et le marché de l'emploi tendu fait monter les salaires. Et là, le marché de l'emploi est moins tendu Et c'est le en 2022. Alors que nous n'avons quasiment pas préparé, mon cher David, on croirait qu'on a préparé cette transition. Quand même. On bosse un peu chacun notre côté. Un petit peu. Hein. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des marchés de l'emploi qui ne sont plus ces marchés de l'emploi ultra tendus qu'on avait au sortir du Covid, avec ces niveaux extraordinaire d'impulsion de la part, en particulier de certains secteurs, comme le secteur technologique, qui s'était lancé dans des embauches absolument considérables, qui sont en train d'ailleurs d'arrêter, et qui sont en train ils sont en train de revenir en arrière en prétextant l'intelligence artificielle souvent, en disant c'est bon, on a un petit peu trop. Donc on a un niveau de tension du marché de l'emploi qui n'est pas du tout le même. Et puis, et là j'en reviens au dernier point, on a aujourd'hui une tendance déflationniste de l'économie mondiale via justement la technologie et l'IA. Et donc, oui, on va avoir un choc. Des postes aux États-Unis. Exactement, et qui augmente la productivité. Et donc, quand vous avez une augmentation de la productivité, ça veut dire que vous avez le même niveau de production avec moins de personnes, effectivement, vous n'avez pas cette mécanique qui va se mettre en place. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est intéressant parce que mi bout à bout, c'est-à-dire que si 26 n'est pas 22, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas traiter la crise de 26 en pensant qu'on est en 22. Exactement. Et donc, si les banques centrales pensent qu'on est en 22, c'est catastrophique. Donc on peut revivre l'enfer de 2022 potentiellement. En tout cas, pas au niveau du choc de taux d'intérêt, puisque une fois de plus, on part d'un niveau relativement haut. Donc en fait, lorsque vous partez de 0,5 et que vous allez à 3, le choc il est considérable. Quand vous partez de 3,5 que vous allez à 5, le choc en termes de valorisation obligataire, il est beaucoup plus faible. C'est un choc, mais vous n'avez pas cette espèce de crack obligataire qu'on a connu en 2022. Mais néanmoins, pour les marchés et pour l'économie, ce serait faire peser en fait sur l'économie une charge supplémentaire, alors que, à part effectivement creuser sous le sol de la BCE pour essayer de trouver du pétrole, on ne va pas résoudre un choc d'offres nécessairement comme ça. En augmentant les taux. Elles nous disent, les banques centrales, qu'elles vont se réunir, enfin qu'elles vont se décider réunion après réunion, data dependent, en fonction des données économiques. Pourquoi c'est une erreur de procéder ou pas d'ailleurs comme ça? C'est bien, en fonction des données, on se décide. On est pragmatique. Le problème quand on est pragmatique, c'est qu'on est pragmatique en regardant de façon hyper précise dans le rétroviseur pour savoir où est-ce qu'on va mettre le volant. Vous voulez faire le mar de café Alors, ça s'appelle des scénarios économiques, ça s'appelle de la modélisation, le mar de café. Alors parfois, c'est pas plus fiable, mais lorsque vous avez des modélisateurs, et il y en a d'excellents modélisateurs microéconomiques et économétriques au sein des départements de prévision des différentes institutions, il faut effectivement avoir confiance. Il faut avoir confiance dans ces scénarios pour se décider en fonction de scénarios. Le danger en disant je suis meeting by meeting et data dependent, ça veut dire qu'effectivement vous réagissez toujours avec retard. C'est-à-dire que ce que vous avez en fait comme données, en particulier les données salariales, les données de consommation. Ça permet de justifier une décision de manière rationnelle. Alors, ça permet de justifier une décision. C'est sûr que pour être couvert, il n'y a pas mieux. En disant de toute manière, on ne pouvait pas faire mieux. Sauf que pour prendre les bonnes décisions, il faut arriver, surtout en ce moment, il faut arriver à se projeter. Et donc comprendre que 26, ce n'est pas 22. Exactement. Et avoir des scénarios, et en fonction de ces scénarios, choisir ses combats. Ils l'ont compris ou pas? Christine Lagarde, Jérôme Powell? Certains l'ont compris. François Villeroy de Galhau, clairement, nous dit attention à ne pas répéter sous une autre forme des erreurs qu'on a pu commettre, en se focalisant sur des données qui sont trop anciennes. Ça, c'est quand même très intéressant. Mais on sent qu'il y a un grand débat au sein des banquiers centraux entre ceux qui, effectivement, veulent une approche qui, en fait, est une approche sans risque, qui est cohérente d'une certaine manière, c'est ça qui me fait un peu peur, avec la phase de transition managériale qu'on a aux États-Unis, c'est sûr, et peut-être en Europe avec les rumeurs de départ de Christine Lagarde. Quand vous avez un chef qui est sur le point de partir, c'est pas le moment où vous prenez des décisions qui sont des décisions extraordinairement courageuses et tranchées. Or, on a besoin en fait de banquiers centraux qui, au-delà de la lettre des données économiques, cherchent à soutenir l'esprit de ce que doivent être les banques centrales. La lettre tue, l'esprit vivifie, si vous connaissez vos classiques. Et ça veut dire effectivement dire je choisis la croissance, je choisis la prospérité, plutôt que des statistiques économiques qui pourraient me donner raison à un moment donné, mais en envoyant les peuples dans le mur. Et ça, ce serait dramatique. C'est hyper intéressant ce qu'on raconte là, et c'est structurant. Mais j'imagine celles et ceux qui nous regardent se disent en gros, ok, d'accord, très bien, mais par rapport à 22, est-ce que 26, cette année, sera meilleure que 22 sur les marchés actions et les marchés obligations?
Alors, il y a de bonnes chances que oui. La question, c'est évidemment la durée de la guerre, les négociations. J'ai employé ce terme récemment en disant que ce sont des négociations Schrödinger, c'est-à-dire à la fois mortes et vivantes. On ne sait pas exactement l'état dans lequel sont les négociations. Et dès qu'on ouvre le placard, on a l'impression que les négociations vont tomber un peu en ruine. Les Iraniens ont déclaré ce matin que il n'y avait pas de négociation. L'Amérique négocie avec elle-même. Voilà. Or, on a quand même l'impression qu'il y a des canaux diplomatiques qui sont ouverts. C'est un grand jeu qui s'ouvre. Ce qui est très important, c'est effectivement de prendre la mesure à la fois du choc et de la réponse à ce choc. Et en fonction effectivement de la durée, la réponse des marchés sera différente. Aujourd'hui, la réponse des marchés, c'est un choc géopolitique assez classique, c'est-à-dire vous avez un choc très important jusqu'à un pic qui est à peu près au bout d'un mois, 5-6 semaines. On n'est pas loin de cette zone-là. Et ensuite, on remonte d'abord brutalement, puis par palier. C'est un peu le scénario qui est en train de se dérouler aujourd'hui. À la fois les actions qui ont beaucoup baissé. Si l'aventure, le conflit est soldé au bout de 5-6 semaines. Voilà, exactement. On n'en prend pas le chemin, là. En fait, ce qu'on va probablement avoir, c'est une espèce de sortie un peu en sifflet. C'est-à-dire on va avoir, du fait justement de l'organisation iranienne, qui est une organisation de la fameuse défense en mosaïque, on a un pouvoir qui est quand même assez disloqué en Iran. Donc en fait, il y a des initiatives qui sont des initiatives probablement locales, qui vont être difficiles à arrêter du jour au lendemain. Et je pense que l'Iran ne peut pas non plus durer trop longtemps dans cette guerre. J'entends beaucoup, le temps joue en faveur des Iraniens. Quand vous avez votre pays qui est sous les bombes, vous n'avez aucun allié. Personne ne vient vous aider. Au contraire, les pays qui sont autour de vous, qui étaient plutôt des alliés, parlent désormais de se tourner contre vous. Le temps ne joue pas tant que ça pour vous. Vous avez aussi intérêt à changer pour essayer, vous aussi, de gagner du temps. Tout le monde a intérêt de gagner du temps. Donc, on va essayer d'avoir peut-être cette sortie d'abord avec beaucoup d'espoir, et puis après beaucoup de doutes. Et puis progressivement, on va essayer de remonter pour retrouver des niveaux de stabilité. Je pense qu'on ne sera pas du tout en 2022. La fin de l'année devrait être un peu meilleure. Attention néanmoins, il y a des pressions récessives qui sont quand même importantes. Eh bien, on signe sur ce scénario-là. Merci à vous. Wilfried Galland, donc, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci, à bientôt. Merci.